Le moment qui a révélé la vérité sur ma famille est survenu lors d'une fête de Noël, lorsqu'une question innocente a mis au jour tous les mensonges cachés. Je m'appelle Léna. J'ai 26 ans. Ce soir-là, je suis entrée dans une pièce remplie de visages familiers, persuadée de comprendre ma vie, de savoir où j'en étais, sans jamais imaginer qu'une simple phrase puisse rendre mon passé si étranger. La pièce résonnait de rires détendus et de conversations à voix basse, jusqu'à ce que ma mère se tourne vers moi avec un sourire sincère et fier et me demande « Tu conduis toujours la Tesla que je t'ai achetée ?» Sa voix était légère, presque enjouée, comme si elle posait une question évidente, une évidence absolue. Pendant un bref instant, j'ai senti une boule se former dans ma poitrine, essayant de comprendre ce qu'elle pensait m'avoir vraiment offert. Je me suis penché vers elle et j'ai répondu doucement. « De quelle voiture parles-tu ? Je prends toujours le bus tous les jours. » Le silence qui a suivi ne s'est pas installé d'un coup. Il s'est répandu lentement, s'insinuant dans chaque chaise et chaque visage, alourdissant l'atmosphère sans que personne n'ose le rompre. Le regard de mon père se transforma en une panique instantanée qui traversa ses yeux avant qu'il ne puisse la dissimuler, comme s'il avait retenu son souffle pendant des années et qu'on le forçait enfin à expirer. Quelque part près de moi, un verre glissa des mains tremblantes et heurta la table avec un tel fracas que tous les regards se tournèrent vers nous. Et en une fraction de seconde, l'image de notre famille commença à se fissurer sous les yeux de tous. Si vous avez déjà eu l'impression que les pièces de votre histoire familiale ne s'étaient jamais vraiment assemblées, prenez un instant pour vous abonner, aimez cette vidéo et restez avec moi jusqu'à la fin. Car ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout ce que je croyais savoir de ma propre famille. Pendant les 2 mois qui ont précédé Noël, mes journées suivaient une routine immuable, même lorsque mon corps réclamait du repos. Je vivais dans une petite ferme à la lisière de la campagne de l'Ohio, si loin de la ville que la marche était impossible, ce qui faisait du bus mon seul lien entre survie et chômage. Chaque matin, je commençais avant l'aube, car rater un bus signifiait risquer d'être en retard, de manquer le travail, de perdre confiance en moi, de perdre toute stabilité. Je m'asseyais chaque jour à la même place, près de la vitre arrière, avec un café léger qui restait rarement chaud assez longtemps pour que je puisse le finir. Autour de moi, les gens faisaient défiler leur téléphone ou dormaient, la tête collée à la vitre, tandis que je comptais les arrêts mentalement, non pas parce que je pouvais oublier, mais parce que la routine me réconfortait dans une vie qui offrait bien peu de douceur. Je n'ai jamais possédé de voiture, je n'en ai jamais espéré une, je n'en ai jamais parlé. Parce que l'espoir me paraissait dangereux lorsqu'il était lié aux autres. Je gérais mes finances discrètement, sans gestes théâtraux, sans poser de questions, sans appeler à la maison pour obtenir de l'aide. Le loyer passait en premier, la nourriture ensuite, tout le reste était facultatif. Il y avait des soirs où la facture d'électricité m'effrayait plus que la fatigue, mais j'ai appris à m'adapter avant de laisser transparaître ma peur. La fierté n'était pas un luxe. Elle est devenue un outil pour survivre sans humiliation. Mes journées de travail duraient rarement des heures normales. Dès qu'un service se terminait, un autre m'attendait souvent. Parfois demandé, parfois imposé, parfois forcé par la réalité. Les heures manquées signifiaient une perte d'argent. Je suis devenue experte pour travailler malgré la fatigue sans rien laisser paraître. Parce que se plaindre ne changeait rien. Cela ne faisait que repousser les gens. Je gardais tout pour moi, je considérais la douleur comme un bruit de fond, le stress comme une composante normale de ma respiration. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma collègue, Vanessa Cole, coordinatrice d'équipe senior à l'entrepôt où je travaillais. Elle a été la première à remarquer que je ne prenais jamais de pause, que je ne m'asseyais jamais pendant les moments calmes, que je ne demandais jamais de service. Elle ne posait pas de questions devant les autres. Elle est simplement passée à côté de moi, m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit que les règles concernant les boissons étaient strictes. Après ce jour, elle est restée attentive, jamais insistante, jamais émotive, simplement discrètement professionnelle. Vanessa n'est pas devenue mon réconfort. Elle est devenue ma structure. Si j'avais un planning chargé, elle adaptait l'ordre des tâches pour que mes mouvements restent efficaces. Si j'avais l'air d'avoir le vertige, elle me confiait une tâche qui nécessitait de rester debout sans porter de charge lourde. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi. Elle ne m'a jamais mis la pression. C'était bien plus que de la simple compassion. Avec le temps, la pression a cessé d'être une menace. Cela commençait à me paraître familier, presque prévisible. J'avais appris à gérer ma faim, à ignorer la tendresse, à sourire quand les clients me parlaient, même quand mes pensées étaient ailleurs. Je n'en ai parlé ni à mes amis, ni à ma famille. Je n'en ai rien écrit. J'ai tout porté seul, car dépendre de quelqu'un ne m'avait jamais apporté la sécurité. Le silence était devenu mon langage habituel. La persévérance aussi. Je ne me voyais pas comme forte, juste indispensable. Et la nécessité a cette façon de façonner les gens en silence, sans applaudissements, sans témoins. 2 semaines avant Noël,
Mon téléphone vibra alors que j'étais assise seule à ma petite table de cuisine, fixant une tasse de café déjà froide, essayant de me préparer à une nouvelle longue journée sans rien attendre de personne. Le message arriva discrètement, sans prévenir, sans drame. Mais il portait un poids qui s'installa en moi dès que je le lus. Ma mère m'annonçait qu'elle rentrait aux États-Unis après avoir passé une année entière à l'étranger. Et même si j'avais déjà entendu des promesses similaires, les mots sonnaient différemment cette fois, comme s'ils avaient été écrits avec intention plutôt que par obligation. J'ai relu le message plusieurs fois, non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que je voulais m'assurer de son authenticité avant de laisser quoi que ce soit influencer mes sentiments. Quelques minutes plus tard, un autre message est apparu sur mon écran. Plus court que le premier, mais plus lourd que tout ce que j'avais reçu depuis des années. J'ai quelque chose de très spécial pour toi cette année. J'ai fixé cette phrase plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de deviner sa signification sans me laisser aller à trop d'espoir, car l'espoir avait tendance à se transformer en déception lorsqu'il venait de ma famille. Je me suis demandé s'il s'agissait de quelque chose de pratique, de symbolique, ou simplement d'une formule de politesse. Pourtant, mes pensées revenaient sans cesse à des questions que je m'interdisais de formuler à voix haute. Je me suis surprise à repenser à mon enfance. À cette époque où la présence de ma mère me semblait toujours éphémère, comme un emprunt plutôt qu'une présence permanente, car son travail l'avait menée dans des pays dont je connaissais à peine le nom. Je me souvenais de me réveiller dans des chambres vides, d'entendre des histoires d'aéroport plutôt que de dîner en famille, et d'avoir appris très tôt que l'amour pouvait exister même en l'absence physique de l'être aimé, même si cette compréhension n'atténuait en rien la douleur de son absence. Je ne lui ai jamais reproché de travailler. J'ai simplement appris à vivre avec le vide qu'elle laissait. Au travail, tout se déroulait au même rythme régulier qu'auparavant, les tâches étant suffisamment familières pour être accomplies sans trop réfléchir, laissant ainsi mon esprit vagabonder. Vanessa est apparue brièvement près de la zone de chargement cet après-midi-là, consultant les plannings sur son bloc-notes avec la même efficacité calme qui la caractérisait, me faisant un rapide signe de tête avant de poursuivre son chemin sans rien dire de personnel. Elle n'a pas mentionné le message, n'a posé aucune question, ni ne m'a ralenti, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Le reste de mon service s'est déroulé dans le silence, mais les mots de maman résonnèrent encore dans ma tête tandis que je soulevais des cartons, vérifiais les étiquettes et suivais des routines qui, d'habitude, m'aidaient à oublier ce que je ne pouvais pas contrôler. Cette fois-ci, je n'ai pas pu chasser complètement ce sentiment. Je n'ai parlé du message à personne. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien fêté. Cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude, à réfléchir à ce que pourrait signifier un geste spécial. Non pas que je m'en sente lésé, mais parce que l'idée d'être regretté d'une manière qui me semblait intentionnelle m'était étrangère. Je ne me suis pas autorisé à imaginer des voitures, de l'argent ou des surprises grandioses, car ces choses appartiennent à la vie des autres, pas à la mienne. J'ai essayé de garder les pieds sur terre, me rappelant de ne pas demander plus que ce dont j'avais déjà besoin pour vivre. Pourtant, je sentais quelque chose changer discrètement en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis surprise à me demander ce que cela ferait de recevoir quelque chose sans avoir à le mériter par l'épuisement, le silence ou l'orgueil. Et cette pensée m'effrayait plus qu'elle ne m'enthousiasmait. Une semaine avant Noël, mes pensées ont commencé à s'alourdir, car le silence était devenu plus pesant que les mots qui m'entouraient. J'ai décidé d'aborder directement la question de la fête de famille, sans emphase, sans colère, mais d'un ton calme qui avait plus de poids que je ne l'aurais cru. J'ai posé la question de la date, de l'heure, de la liste des invités, des détails de base qui auraient dû être simples dans n'importe quelle famille. Pourtant, à peine la question posée, j'ai senti une tension palpable, sans aucun lien avec le stress des fêtes. Papa n'a pas répondu immédiatement. Son visage s'est crispé un bref instant. Puis il a baissé les yeux vers la table, comme si elle exigeait soudain toute son attention. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus douce que d'habitude, empreinte d'une hésitation qui semblait calculée, comme s'il avait préparé ses excuses bien avant que je ne pose la moindre question. Il a dit que rien n'était encore finalisé, a évoqué des problèmes d'emploi du temps, a parlé de changements possibles, mais aucun de ces mots ne sonnait juste. Je sentais qu'il tournait autour du pot sans jamais aborder la vérité de front. Mon frère Ryan, lui, a réagi différemment. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas édulcoré ses propos. Il n'a pas dissimulé son malaise derrière une façade de politesse. Il m'a regardé avec un mélange d'irritation et de froideur, puis a dit « Je ne devrais pas créer de malaise en venant ». Il l'a dit d'un ton désinvolte, comme un conseil bien intentionné, mais la tension dans sa voix me disait qu'il ne s'agissait pas de réconfort, mais de contrôle. Il parlait comme si ma présence était un élément perturbateur, un facteur à éliminer pour que tout se déroule correctement. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas exigé d'explication.
J'ai choisi d'observer plutôt que de lutter, car tout semblait trop soigneusement orchestré pour être perturbé par le bruit. Leur comportement n'était plus aléatoire, plus subtil, plus insouciant. Ils semblaient coordonnés, silencieusement, au point de me faire croire à une entente tacite à laquelle je n'étais pas censé avoir accès. La routine à la maison a commencé à changer. Les conversations s'interrompaient dès que j'entrais dans une pièce. On baissait la voix quand on pensait que j'étais trop loin pour entendre. Apparemment, on détournait les téléphones de ma vue. Les moindres gestes devenaient calculés. Le rythme de la vie quotidienne était bouleversé, comme si chaque action était dictée par le souci d'éviter mon regard. J'ai commencé à me sentir comme une invitée dans un lieu qui m'était autrefois familier, non pas à cause d'une hostilité manifeste, mais à cause de la prudence avec laquelle il se déplaçait autour de moi. Les portes restaient légèrement plus fermées. Les horaires étaient modifiés sans explication. Même les décisions les plus anodines ne me concernaient plus de façon naturelle. L'air de la maison était chargé d'informations sans que je puisse les comprendre. Pourtant, je n'ai formulé aucune accusation. J'ai gardé une voix calme. Je suis resté impassible. Je me déplaçais aussi silencieusement qu'eux, observant les schémas qui se dessinaient, mémorisant les silences, remarquant les questions qui les mettaient mal à l'aise, comprenant que la vérité ne me serait pas révélée spontanément. J'ai commencé à accepter que ce qui se préparait se faisait sans mon consentement, sans mon accord, sans même que je sois au courant. À la fin de la semaine, je ne demandais plus ce qu'il cachait. Je me demandais depuis combien de temps il le cachait. La veille de Noël est arrivée avec une étrange pesanteur que je ressentais bien avant de m'asseoir à table, non pas parce que les gens étaient bruyants ou tendus, mais parce que chaque sourire semblait légèrement retardé, et chaque mot pesait avant d'être prononcé. Je restais silencieuse, sans chercher à disparaître, préférant observer les visages familiers se comporter comme s'ils protégeaient quelque chose de fragile. Au début, tout se déroula comme d'habitude. Les assiettes circulaient sans hâte. Les verres se levaient avec politesse. Des conversations en arrière-plan emplissaient la pièce d'un rythme qui semblait tout à fait normal à quiconque n'y prêtait pas attention. Je me sentais calme, d'une manière prudente, attendant le moment précis où la surface se fissurerait. Puis maman me regarda droit dans les yeux. Sa question sonnait douce et légère, comme si elle espérait qu'un simple souvenir partagé suffirait à faire sourire tout le monde. « Tu conduis toujours la Tesla que je t'ai achetée. » Je répondis sans hésiter, sans drame, sans chercher à sauver qui que ce soit. « De quelle voiture parles-tu ? » « Je prends toujours le bus tous les jours. » La réaction qui suivit ne fut pas un chaos, mais un lent changement que chacun pouvait ressentir, mais que personne ne voulait assumer. La conversation adoucit les voix, les gestes discrets s'estompèrent, comme si la pièce elle-même s'était reculée pour faire place à quelque chose que nul n'avait prévu de rencontrer. Je sentais tous les regards se tourner vers nous, même si les gens faisaient semblant de continuer à manger. La main de Ryan lui échappa du verre d'une manière qui semblait instinctive plutôt qu'accidentelle. Le bruit attira son regard vers lui, mais c'était la tension dans ses épaules qui en disait plus long. Il baissa les yeux trop lentement, ses mains tremblantes, toute sa posture révélant une pression accumulée depuis longtemps. Papa ne réagit pas bruyamment, ce qui rendit sa réaction d'autant plus visible. Son visage se crispa avant qu'il ne puisse le dissimuler, son regard évitant celui de maman pendant plusieurs secondes de plus que de raison. Lorsqu'il releva enfin les yeux, quelque chose en lui sembla se dévoiler, non pas de la colère, mais de la peur, comme s'il comprenait qu'un espace de calme et de protection venait d'être violé. Maman n'explosa pas de colère et n'accusa personne. Elle changea d'une autre manière. Sa prise sur son verre se resserra. Son sourire disparut sans amertume, et ses questions devinrent plus douces tout en exprimant une plus grande intention. Elle posa des questions sur l'horaire, les papiers, les détails de la livraison, non pas comme un interrogatoire, mais comme une compilation silencieuse de faits qui ne correspondaient en rien à la réalité qui s'offrait à elle. Personne ne donna d'explication claire à ce moment-là. Un silence pesant s'installa, là où auraient dû résonner les excuses, un silence délibéré plutôt que confus. Je me sentais étrangement sereine, non pas parce que je me sentais puissante, mais parce que je réalisais pour la première fois que je n'étais plus la seule à pressentir qu'un secret grave s'était dissimulé au cœur de la vie ordinaire. Lorsque le dessert arriva sur la table, rien n'avait été éclairci. Rien n'avait été reconnu. Rien n'avait été réglé. Pourtant, quelque chose avait changé à jamais. Maman n'était plus détendue. Papa avait cessé de faire semblant. Ryan évitait mon regard. Assise là, respirant normalement, je compris que la vérité commençait à émerger, même sans un mot. La veille de Noël ne s'acheva pas sur des réponses. Elle s'acheva sur une prise de conscience irrévocable. 2 jours plus tard, l'atmosphère de la maison était différente, comme si les murs avaient absorbé tout ce qui avait été caché. Maman commença à consulter les relevés bancaires à voix basse. Elle était assise tranquillement devant son ordinateur portable, le dos droit,
le visage impassible, d'une manière plus froide que la colère. Je remarquai sa concentration intense, ses yeux qui clignaient moins souvent qu'auparavant tandis qu'elle faisait défiler de longues listes de transactions liées au compte de papa depuis des années. Je l'observais à distance, sans l'interrompre, car son silence me disait que ce n'était pas le moment de parler. Ses doigts se déplaçaient régulièrement sur l'écran, cliquant sur les dates, ouvrant les pièces jointes, suivant des virements dont il n'avait jamais été question. Je sentais qu'elle ne cherchait pas au hasard. Elle suivait une piste qu'elle soupçonnait déjà. À un moment donné, la tension passa d'une suspicion contenue à une certitude tranquille. Ryan fut appelé dans la pièce, non pas d'un cri, non pas avec force, mais d'un ton qui rendait tout refus impossible. Il s'assit lentement, évitant son regard, se laissant aller dans son fauteuil comme quelqu'un qui avait déjà compris où la conversation allait le mener. Maman inclina légèrement l'ordinateur portable pour qu'il puisse voir l'écran, et les noms des créanciers, les plans de remboursement et les numéros de compte inconnus se reflétaient sur son visage. La vérité n'a pas éclaté d'un coup. Elle s'est dévoilée lentement, douloureusement, sans aucune mise en scène. L'argent qu'elle avait envoyé pour des raisons précises n'y était jamais parvenu. D'importantes sommes avaient été détournées au fil du temps pour couvrir des dettes jamais évoquées ouvertement, pour combler des lacunes dues à des décisions qui ne nous avaient jamais été communiquées. Ryan n'a pas crié. Il n'a pas menti. Il a simplement cessé de faire semblant, et la pièce a semblé plus petite à cet instant. Papa n'est pas resté silencieux longtemps. Ses épaules se sont affaissées, le vieillissant plus que dans mon souvenir. Il a admis qu'il était au courant depuis longtemps. Il a admis avoir agi discrètement, signé des documents en silence, répondu aux questions à voix basse, tout cela pour protéger quelqu'un qui ne voulait pas être exposé. Sa voix semblait porter un fardeau depuis des années sans le moindre répit. Maman n'a pas discuté. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas négocié. Elle a fermé l'ordinateur portable, posé les deux mains sur la table et a parlé d'une manière qui ne laissait aucune place à la discussion. Elle a déclaré que le soutien était terminé. Elle a dit qu'il n'y aurait plus de transfert. Elle a dit qu'il n'y aurait plus de protection dissimulée dans son dos. Il n'y avait pas de cri dans sa voix. Cela rendait ses propos d'autant plus définitifs. Plus tard dans la soirée, elle s'est assise à côté de moi et m'a tout raconté. L'histoire était sans détour, sans omission, sans rien taire pour ménager les susceptibilités. J'ai appris où était passé l'argent, depuis combien de temps ce schéma durait, avec quelle minutie il avait été dissimulé sous le masque de la routine et des sourires forcés. J'ai senti un apaisement m'envahir. Ni soulagement, ni colère, mais une clarté nouvelle. Une fois seule dans ma chambre, j'ai compris que je ne vivais plus dans le doute. La vérité avait éclaté au grand jour, et même si elle était lourde à porter, elle était enfin réelle. Un mois plus tard, les changements au sein de ma famille ne se sont pas manifestés par des disputes bruyantes ou des départs fracassants. Ils se sont opérés par des changements discrets que personne ne pouvait plus prétendre être accidentels. Le temps n'a rien réparé. Au contraire, il a lentement révélé la fragilité des rôles qui avaient toujours caractérisé notre famille. Papa en a subi les conséquences le premier, non pas par la confrontation, mais par sa disparition. Les appels téléphoniques qui rythmaient autrefois ses soirées cessèrent. Les invitations s'arrêtèrent sans explication. Les réunions de famille continuèrent, mais sa présence n'était plus ni souhaitée ni même acceptée. Ceux qui, jadis, se tournaient vers lui pour obtenir des conseils commencèrent à l'ignorer sans ménagement. Lorsque je le voyais à cette époque, aucune colère ne transparaissait sur son visage, seulement de la confusion mêlée à une sorte de vide là où régnait autrefois la sécurité. Il n'était pas ostracisé ouvertement. Il était discrètement mis à l'écart. La réalité de Ryan s'effondra d'une autre manière. La sécurité qui l'entourait disparut brutalement. Les rentrées d'argent cessèrent de couler. La protection silencieuse prit fin. La sécurité que lui offrait le fait de retarder ou d'atténuer les conséquences s'évanouit. Pour la première fois de sa vie, ses actes reposaient entièrement sur ses épaules. Cela changea sa façon de se tenir, de parler, d'éviter le regard des autres. L'arrogance qu'il avait autrefois façonnée ne disparut pas. Soudain, elle se mua lentement en une prudence fragile. Il demanda à me voir. Lorsqu'il se tint devant moi, il ne ressemblait plus du tout à l'homme que j'avais connu. Il n'y avait aucune agressivité dans sa voix. Il ne cherchait pas à dominer la pièce. Il parlait doucement, reconnaissant ses actes sans les embellir ni les justifier. Ses excuses ne sonnaient pas comme un effort pour arranger les choses rapidement. Elles sonnaient comme de l'épuisement. Comme quelqu'un qui avait enfin atteint le point de non-retour. Je l'écoutais sans l'interrompre, mais je ne me rapprochais pas. Je ne lui offrais aucun réconfort. Je ne lui rendais aucune chaleur. Je comprenais ses paroles, mais je ne me sentais pas responsable de réparer ce qu'il avait brisé. Je lui dis que la distance n'était pas une punition, mais une protection. Je lui dis que le pardon n'était pas une obligation simplement parce qu'il avait appris à regretter.
Papa a essayé de me parler plus tard, mais il n'y eut rien de dramatique à ce moment-là. Pas de cris. Pas de grandes excuses. Juste une compréhension tacite. Certaines portes ne s'ouvrent plus quand la confiance est brisée. Il me regarda comme s'il voulait expliquer des années de silence, mais les explications ne changent rien au cours du temps. Maman gardait le silence par choix. Elle ne cherchait pas à arranger les choses. Elle ne renouait pas avec ses vieilles habitudes. Elle ne réconfortait personne. Son silence semblait délibéré, non pas froid, comme si elle comprenait que certaines souffrances n'ont pas besoin de commentaires, seulement de distance. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais lucide. Pour la première fois, je comprenais que la paix n'était pas une question de choix. Il s'agissait de se choisir soi-même. 6 mois plus tard, mon monde me paraissait plus calme, d'une tranquillité qui ne m'effrayait plus, car j'avais enfin compris la différence entre solitude et paix. Partir vivre à l'étranger avec ma mère n'a jamais été une décision imposée. C'était une décision mûrement réfléchie, prise en pleine conscience de ce que je laissais derrière moi et de ce que je choisissais de construire. La distance entre moi et la maison de mon enfance est devenue un espace physique, et non plus seulement émotionnel, me permettant de respirer plus facilement sans avoir l'impression de me trahir à chaque fois que je me détendais. Vivre avec ma mère n'a pas rendu ma vie parfaite ni facile. Mais cela m'a apporté une stabilité authentique, loin de toute fragilité. J'ai appris à me réveiller sans cette tension qui me pesait sur la poitrine. J'ai appris à organiser mes journées sans craindre les conflits imprévus. J'ai appris à exister sans avoir à justifier mon droit à la paix, une chose que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai choisi de poser des limites claires avec mon père et Ryan. Car j'ai enfin compris que l'amour sans limite peut être une lente autodestruction. Je n'ai pas rompu les ponts de façon dramatique. Je n'ai pas fait de discours ni lancé d'ultimatum. J'ai simplement cessé de céder à la manipulation, de tomber dans les pièges émotionnels, de me justifier auprès de ceux qui avaient déjà une idée précise de ce qu'ils voulaient de moi. Ryan a été contraint de reconstruire sa vie financière sans aucun soutien. Il n'y avait plus de raccourci pour lui. Aucun plan de sauvetage discret n'était prévu. D'après ce que j'ai entendu, chaque étape était plus difficile pour lui, car chaque erreur lui incombait désormais entièrement. Il a dû apprendre ce que signifiait la responsabilité sans filet de sécurité, une leçon qu'aucun mot ne saurait remplacer. Mon père s'est effacé dans une vie où il n'avait plus le contrôle. Il n'était plus au centre des conversations. On ne se tournait plus vers lui pour obtenir l'approbation. Il vivait isolé, non pas parce qu'on l'attaquait, mais parce qu'il avait perdu toute influence. Quand on perd le contrôle, le silence est souvent la pire des conséquences. J'ai cessé de bâtir mon avenir sur l'espoir que les gens changent. J'ai cessé d'attendre des excuses qui ne seraient jamais assez convaincantes. J'ai cessé de mesurer ma valeur à l'aune de la compréhension de ma souffrance. J'ai commencé à construire une vie équilibrée, stable, protégée, qui m'apportait quelque chose d'inédit. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de leur réponse. J'avais juste besoin de clarté. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est le seul moyen de préserver son amour-propre quand l'amour devient toxique. La vérité peut déchirer les familles, mais vivre dans le mensonge détruit lentement son identité. On ne peut guérir dans un environnement qui nous a appris à nous replier sur nous-mêmes. Alors, choisir la distance est parfois la plus grande preuve de courage et de respect de soi. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Votre temps est précieux, car partager ce genre d'expérience n'a de sens que si quelqu'un est prêt à écouter. Pensez-vous que je devrais leur pardonner un jour ou garder mes distances définitivement? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.